Oui, il y a une question en matière économique qui revient souvent, c'est quand on parle de la relance par la consommation. Or, en France, on a détruit allègrement notre potentiel de fabrication. On prendrait pour exemple la machine-outil. Comment peut-on aujourd'hui relancer notre économie par la consommation sans pour autant, allez, je vais faire une horreur des petits chinois, hein, ou l'atelier du monde. Donc, en fait, en 2012, j'ai écrit un livre qui s'appelle L'urgence industrielle. Et si j'ai écrit ce livre L'urgence industrielle, c'est parce que j'ai été, et je reste, extrêmement inquiet du processus de désindustrialisation en France, qui n'est pas du tout un processus récent. C'est un processus qui date d'environ il y a une trentaine d'années. Donc c'est pas du tout un processus récent. C'est un processus qui a des causes multiples. Et parmi les causes, je pense que la cause principale, c'est une mauvaise compréhension de ce qu'est l'apport du travail, une mauvaise compréhension de ce qu'est la bataille de la compétitivité qui ne doit pas se faire sur les prix et sur les coûts, mais sur la qualité des produits et sur la capacité de ces produits à répondre aux besoins. La responsabilité des grands groupes français est écrasante dans le processus de désindustrialisation. Ce que je vous dis là m'a valu beaucoup de problèmes avec mes collègues économistes, avec pas mal de patrons de grandes entreprises françaises qui m'ont dit « mais vous n'êtes pas patriote ?» Ah bon? Moi je ne suis pas patriote, mais c'est vous qui fermez les usines en France. C'est vous qui fermez les usines. Quand on prend par exemple l'industrie automobile française, hein, pour prendre cet exemple-là, si vous voulez bien, en quelques instants. L'industrie automobile française produisait, il y a 10 ans, 4 millions de véhicules sur le territoire français. 4 millions de véhicules. Aujourd'hui, 2 millions de véhicules. Les groupes français, ou dits français, n'ont pas vu leur production mondiale baisser, elle a augmenté. C'est le site France qui produit de moins en moins. Ils ont fermé en France des unités de production. Est-ce que vous savez quel est le premier importateur de voitures en France? Renault. C'est le premier importateur de véhicules en France. C'est le groupe Renault. Et c'est le groupe Renault par les marques Dacia et Nissan, mais aussi par la marque Renault. Ça veut dire que lorsque vous achetez une Renault, eh bien vous ne pouvez absolument pas avoir la certitude, bien au contraire, que le véhicule Renault a été produit en France. Donc les responsabilités sont écrasantes, hein. Je les pointe dans mon livre, j'essaie de les analyser. Il faut sortir de cela. Il y a en effet une urgence industrielle absolue, et quand on veut faire une comparaison avec la Grèce, c'est bien le problème des Grecs. Le problème des Grecs, on parle tout le temps, je suis sûr que vous n'avez entendu que ça, de la dette qu'il faut négocier, renégocier, etc. Bon, okay. Mais le véritable problème de la Grèce, c'est pas la dette. Le véritable problème de la Grèce, c'est la désindustrialisation. Le véritable problème de la Grèce, c'est la chute extraordinaire de l'agriculture grecque. Et c'est le fait que lorsque les Grecs consomment aujourd'hui, puisque je parle de consommation, eh bien, ils consomment principalement, ou quasi exclusivement, des produits importés. Et ces produits importés, comme ils n'ont pas les revenus pour les acheter évidemment, eh bien, ils s'endettent. Et donc vous avez les frères jumeaux, les importations d'un côté et l'endettement de l'autre. Voilà l'étau dans lequel se trouve la Grèce. Eh bien, méfions-nous que cet étau ne soit pas aussi l'étau dans lequel va se trouver l'économie et la société française dans peu de temps. Je suis politique, j'ai découvert la politique avec les municipales, je suis plus ou moins musicien politique, mon village, mon région, mon département, je suis gardois, vieille souche, espagnol aussi. Et puis rencontrer l'économiste et avoir écouter un autre discours, qui nous matraque à la télé, des discours formatés. Concernant la taxe Tobin, elle a été proposée en quelle année et pourquoi est-ce qu'elle n'a pas suivi son cours? Il me semblerait que ce serait une bonne solution aussi pour alimenter. J'en ai parlé un peu tout à l'heure de la taxe Tobin, ça fait très longtemps qu'elle est proposée et ça fait très longtemps qu'elle est soutenue, comme vous le savez, par un mouvement que vous connaissez, c'est le mouvement Attaque. Donc ça ne date pas d'hier. Et on a commencé à en parler peut-être de manière plus sérieuse en Europe
après 2008-2009, pour un motif que vous pouvez très aisément comprendre, 2008-2009, la crise financière, la crise des subprimes, etc. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, mais peut-être un peu rapidement, le gouvernement en Europe qui a véritablement saboté, c'est le gouvernement français. Et celui qui a enterré définitivement la taxe Tobin en disant « cette taxe n'est pas possible », c'est le gouvernement de M. Hollande. Et pourquoi cela ? Tout simplement pour le motif que je vous ai indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire que nous avons en France des banques dont l'essentiel des profits, et je pèse mes mots, l'essentiel des profits vient de la spéculation. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez de l'argent, par exemple, là, imaginons que vous ayez 10 000 euros, et vous allez voir un banquier, et vous lui dites « je voudrais ouvrir un compte de dépôt sur lequel, ou un livret, sur lequel je mets 10 000 euros ». Le banquier va vous dire « ça ne m'intéresse pas vraiment ». Vous préférez pas plutôt des produits financiers que je vais vous proposer qui ont un rendement beaucoup plus élevé, c'est beaucoup plus dynamique, c'est beaucoup plus moderne que votre livret où vous allez avoir péniblement 2%, 3%. En d'autres termes, les banquiers ne font plus leur travail. Le travail des banquiers, qu'est-ce que c'est historiquement? C'est de collecter l'épargne et de transformer l'épargne en prêts qui sont indispensables pour financer les investissements des entreprises comme des particuliers qui veulent acheter par exemple un logement ou un bien de consommation durable. Ce n'est plus ce que font les banquiers aujourd'hui. Les banquiers aujourd'hui préfèrent gagner de l'argent en ayant des comportements complètement financiarisés et on comprend, dès lors qu'ils spéculent, que c'est ça leur cœur de métier, si on peut parler de métier, on comprend qu'ils s'opposent complètement à la taxe Tobin parce qu'en effet, la taxe Tobin réduirait considérablement les possibilités de spéculation financière. Donc voilà l'ennemi désigné, la finance, qui est devenue sans doute la meilleure amie avec laquelle M. Hollande couche tous les soirs. Ça vous semblait obscur ou plutôt très ouvert? Non, ça semblait tout à fait l'actualité. On voit que c'est un prof d'université qui analyse l'économie comme elle doit être analysée. Et le parallèle entre la Grèce et la France a une pertinence, notamment sur la question de la dette, parce que moi c'est une question qui me préoccupe, mais aussi sur les délocalisations, les industrialisations, voilà, et sur le blocage de l'économie en général, parce que c'est vrai que là, toutes les mesures austéritaires qui sont prises aujourd'hui et imposées par l'Europe nous mènent dans le mur, un peu effrayant. Et pas seulement lié aux résultats des prochaines départementales où le principal gagnant sur l'abstention, mais effectivement, si on est pris dans un étau, il y a deux mâchoires à l'étau. Tu as raison, l'abstention, c'est fondamental, parce que si on ne produit pas, il faut importer, on s'endette, mais donc si on s'endette, on est endetté. Donc sur la dette grecque, sur la dette française, parce qu'on parle peu souvent de la dette française, mais il faudra en parler parce que c'est comme le prétexte de l'austérité permanente. C'est un des grands prétextes de l'austérité permanente. Et Moscovici s'était empressé, je précise pour les que je suis socialiste, je suis encarté au Parti socialiste. Mais Moscovici s'était empressé de dire, une des premières choses qu'il a fait après que Hollande ait signé le TSCG, c'est de dire « je paierai la dette, nous paierons la dette ». Et il se trouve que, par exemple, les gens du CAC, que peut-être tu sais, tu connais, on fait déjà un pré-audit, mais très sérieux, considèrent que la dette française serait aujourd'hui illégitime à peu près à 60%. Bon, on ne va pas entrer dans les détails, mais si elle est illégitime à 60%, comme tu es économiste, comme on dit, si elle est légitime, comme dit Eric Toussaint et les autres, sur la Grèce, on dit, si elle est illégitime sur la Grèce, aidons-les à établir un rapport de force pour qu'on ne paye pas, qu'il ne soit pas obligé de payer cette dette si elle est illégitime. Et si une partie de la dette française est illégitime, nous on pense à un plan de courant que je représente dans le Parti socialiste, qu'on ne doit pas payer ces 60% s'ils sont légitimes, effectivement, puisque c'est un transfert permanent de richesse vers du travail vers le capital. Mais est-ce que tu peux nous expliquer, nous dire, expliciter, pardon, quelles seraient les conséquences? Parce qu'on nous dit, mais si vous payez, il faut payer ses dettes, il faut payer ses dettes. Ça c'est classique. Si on ne paye pas la dette, quelles seraient les conséquences encourues par ceux qui ne payent pas les dettes? Alors, je crois que quand on parle de la dette, il faut à la fois comprendre quel est le mécanisme générateur de la dette, et en même temps, une fois qu'on a compris quel est le mécanisme générateur, c'est le mécanisme qui produit la dette, il faut comprendre après, pour essayer de se poser la question, qu'est-ce qu'on fait de la dette une fois qu'elle a été en effet constituée?
Alors, s'agissant du mécanisme générateur de la dette, c'est un mécanisme qui résulte de beaucoup de choses. La première chose, je pense, c'est le ralentissement de l'activité économique. Quand il y a un ralentissement de l'activité économique, et celui-ci est flagrant depuis 2008, eh bien ce ralentissement de l'activité économique génère un tassement des recettes fiscales. Le tassement des recettes fiscales fait qu'il est très difficile de réduire le déficit public, et chaque euro de déficit public supplémentaire, dès lors qu'il n'est pas financé par la création monétaire, est nécessairement financé par emprunt, et à ce moment-là, la dette s'accroît. Et donc, il y a en quelque sorte un cercle vicieux que la Grèce illustre parfaitement, j'espère que je n'ai pas été trop compliqué dans ce que je viens de dire, un cercle vicieux que la Grèce illustre parfaitement, parce que les politiques d'austérité en Grèce ont eu comme conséquence un recul du produit intérieur brut de 25%. Ce recul du produit intérieur brut de 25% a tari les recettes fiscales. Les recettes fiscales étant taries, le déficit n'a pas pu se réduire, ou en tout cas, s'il a été réduit, il a été réduit uniquement au prix d'un écrasement de la dépense publique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et comme ce déficit reste malgré tout, au moins jusqu'en 2013-2014, relativement important, eh bien, il génère donc un endettement croissant qui pèse de nouveau par la formation des taux d'intérêt, etc. Bon. Alors j'espère que ce que je dis est à peu près clair, hein, à peu près clair. C'est pas clair, je pourrais revenir dessus. Mais je voudrais aller sur le pan de la question vers lequel tu te situais plus tôt, qui est la question de l'annulation. Hein. Alors là, il y a deux aspects. Il y a la partie de la dette qui est considérée comme étant illégitime. Cette partie de la dette qui est considérée comme étant illégitime, eh bien, tout simplement, il ne faut pas la payer. Puisqu'elle est illégitime, on ne va pas se poser des questions métaphysiques, elle est illégitime, donc évidemment, elle ne va pas être payée. C'est une aberration de payer une dette illégitime. Maintenant, il y a quand même une partie de la dette, hein, sur laquelle on peut débattre, qui est quand même légitime. La partie de la dette qui est légitime, c'est en fait la partie de la dette qui a servi au développement économique. Si on arrive à montrer qu'il y a une partie de la dette qui a servi au développement économique, eh bien, à ce moment-là, celle-ci, on peut la considérer comme étant légitime. Si on prend le cas de la Grèce, la question est de savoir à ce moment-là comment les Grecs peuvent payer, parce qu'ils ont une dette qui est une dette absolument monstrueuse. La dette des Grecs, c'est 175% du PIB, c'est monstrueux. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais enfin, c'est monstrueux, c'est pas susceptible d'être payé. Bon, voilà. Eh bien, avec un certain nombre de collègues, économistes et juristes, nous avons fait une proposition. Et cette proposition, le gouvernement grec va la reprendre à son compte, donc je vous en donne la primeur d'une certaine manière. Et cette proposition va être faite dans les jours qui viennent, donc je pense que vous en aurez sans doute des échos. La proposition que je vais essayer de vous expliquer le plus simplement possible consiste à transformer une créance en un certificat d'investissement. Alors, je vais prendre un exemple concret. La France, l'État français pour être plus précis, a une créance sur l'État grec. L'État grec lui doit donc de l'argent. L'État français créancier transfère une partie de sa créance, la moitié par exemple, sur la Banque publique d'investissement en France, la BPI, la Banque publique d'investissement. La Banque publique d'investissement française prend contact avec son homologue grec, qui existe, la Banque publique d'investissement en Grèce, et lui dit la chose suivante. Nous renonçons à ce que vous nous remboursiez instantanément la dette que vous nous devez. Nous renonçons à notre créance. Et plutôt que de détenir une créance, nous allons détenir sur vous un certificat d'investissement. Donc, vous n'allez pas nous rembourser, mais vous allez investir les sommes équivalentes dans votre pays pour le développement économique. Vous allez construire les infrastructures dont vous avez besoin, vous allez acheter des équipements, des machines, des voies de chemin de fer, des avions, ce dont vous avez besoin pour vous développer. Avec, pour la Grèce, un avantage évident, c'est que plutôt que de payer ces sommes qui sortent de la Grèce pour des remboursements, cet argent est investi en Grèce. Et du côté français, deux avantages. Premier avantage,
eh bien, plutôt que de prendre le risque de perdre la créance, en réalité, la créance n'est pas perdue, puisque c'est un certificat d'investissement. Ce qui veut dire que les Grecs, dès lors que leur développement ou leur croissance revient, prennent à ce moment-là l'engagement, sur la croissance qui est revenue, de rembourser leurs dettes, mais sur la croissance qui est revenue. Et un autre élément très positif pour les entreprises françaises, c'est que les Grecs s'engagent alors, dans la mesure où ils investissent, à acheter de manière préférentielle les équipements qui sont produits par les entreprises françaises. Ce sont véritablement des certificats d'investissement. Et à ce moment-là, regardez, on résout le problème de la dette, on lie la résolution du problème de la dette à un processus de développement économique et on engage enfin l'Europe solidaire dont nous avons besoin. C'est-à-dire, on engage un processus de co-développement entre la Grèce et la France. C'est ça l'Europe solidaire dont on a besoin. C'est ça l'Europe dont on a besoin toujours. Alors, la proposition que nous avons faite, elle a été évidemment traduite en grec pour que le gouvernement grec puisse la comprendre tranquillement, mais elle a été traduite en anglais, elle a été traduite en allemand et elle va être débattue au Parlement européen. Nous avons pris contact avec un certain nombre d'institutions, en particulier avec la BPI en France, pour lui demander est-ce que c'était quelque chose qui était envisageable. Et la réponse de la BPI est très simple. Elle nous a répondu, sur le plan technique, aucun problème. Et la question est politique. Est-ce que le gouvernement français accepte une Europe solidaire, accepte les certificats d'investissement ou pas? Donc, la question est évidemment une question politique. Ça te donne un espoir pour les élections de dimanche? Un espoir, bon ben oui bien sûr, mais il reste beaucoup de chemin à faire quand même. Hein. Je suis lucide. Moi je suis convaincue, j'essaye de convaincre les gens autour de moi, mais je sais bien que beaucoup de gens ne sont pas arrivés à ce stade-là de la compréhension des phénomènes économiques et je pense qu'avec la Grèce il y a une grosse différence, c'est que les Français sont peut-être plus durs, ils ne vivent pas la même situation économique déjà, et que j'espère qu'il ne faudra pas attendre de se retrouver comme les Grecs pour qu'ils comprennent le danger, quoi, voilà. Moi, je voulais simplement revenir sur l'histoire. Il y a des choses que je n'ai pas compris en économie. Là. Le rôle de Giscard, quand il a dit on ne prend plus l'argent à la Banque de France. Donc, j'ai pas compris la différence entre bien public et, pour moi, possibilité de nationaliser une entreprise. Et puis, la dernière question, c'était un peu concernant justement les annulations de dettes. Je pensais aux pays africains qui ont connu ça bien avant. Et ces dettes qui sont a priori irremboursables. D'accord. Bon, je ne vais pas revenir sur l'annulation parce que j'en ai déjà parlé, mais je vais répondre aux deux premières questions si vous voulez bien. La première, Giscard, voilà. En fait, depuis 1973, il y a une interdiction en France, et cette interdiction a été reprise au niveau de l'Union européenne, de financer les États par des prêts qui leur seraient consentis par la Banque centrale. Ce qui veut dire que quand l'État français ou n'importe quel État européen veut emprunter aujourd'hui, il ne peut pas le faire directement auprès de la Banque centrale européenne, il doit le faire auprès des marchés financiers ou auprès de banques. Alors c'est absolument extraordinaire si vous voulez, parce que les banques en question se refinancent auprès de la Banque centrale européenne à des taux qui sont aujourd'hui compris entre 0% et 0,25%, c'est pas trop cher quand même. Et ces mêmes banques prêtent à l'État français ou à l'État allemand dans des conditions 2,70, 2,75, c'est quand même sympa. J'emprunte à 0,25, je prête à 2,75, je fais quand même une marge, n'est-ce pas? Bon. Quant à l'État grec, vous savez quel a été le pic des taux d'intérêt? 17%. Donc, les banques se refinançaient à 0,5 à l'époque et prêtaient à l'État grec à 17. Alors, si ça, c'est pas de la spéculation et de la rente, c'est que vraiment, je m'y entends pas bien en économie, c'est possible. Hein, voilà. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très clair. Ça, c'est très important, ça. Je vous remercie. Hein. Voilà. Tout à l'heure, j'ai parlé de bien commun.
Et quand j'ai parlé de bien commun, je vous ai dit l'entreprise est un bien commun. Mais j'aurais pu très bien vous dire l'industrie est un bien commun. Parce que, après tout, l'industrie française, à qui appartient-elle? Elle appartient à tous les Français. Est-ce qu'il est normal, par exemple, qu'une entreprise ou un groupe plus précis comme Alstom, qui fait travailler 65 000 personnes en France, est-ce qu'il est normal que le sort de cette entreprise soit décidé par 14 actionnaires? Est-ce que c'est normal que cette entreprise qui n'existe que parce que la puissance publique l'a financée, que parce qu'en effet la SNCF a bien acheté les rames TGV, parce que la finance publique a financé l'effort de recherche, etc. Est-ce qu'il est normal que cette entreprise soit considérée comme étant, comme je le disais tout à l'heure, soit un bien privé quand elle fait des bénéfices, verse des dividendes ou se vend au plus offrant, soit quand elle ne fait pas des bénéfices mais des pertes, à ce moment-là, comme on l'a fait en 81-82, non pas on la nationalise mais on l'étatise, c'est-à-dire qu'on fait entrer l'État dans le capital de l'entreprise. Qu'est-ce que fait l'État? Il renfloue à ce moment-là l'entreprise en la dotant en capital et en lui attribuant des subventions, des prêts participatifs à taux zéro, etc. Je peux vous expliquer la sauce si vous le souhaitez. Et une fois que l'entreprise est rétablie dans sa capacité à faire des profits, à ce moment-là, on la privatise, et on la restitue donc à ceux qui vont l'utiliser comme une machine à faire des profits et des dividendes. Eh bien moi je vous dis non, et il faut sortir de ce dilemme en France, où une entreprise serait ou un bien privé qui appartient aux actionnaires, et quand ça ne marche pas, on la socialise, on la renfloue et on la reprivatise après. Il faut sortir de ça. Et pour sortir de ça, eh bien, on peut considérer que l'industrie en général est un bien commun qui appartient à tous les Français, et on peut considérer qu'il faut enfin créer dans le droit français la catégorie juridique dont je parlais tout à l'heure et qui n'existe pas. La catégorie entreprise, cette catégorie n'existe pas dans le droit français. Et si on crée cette catégorie juridique entreprise, ce qui serait un acte politique très fort, et cet acte politique, je pense que c'est la gauche radicale qui, curieusement, va le porter, eh bien, le jour où on créera cette catégorie juridique entreprise en France, eh bien, ça voudra dire qu'on aura, comme je le disais tout à l'heure, des parties prenantes, les salariés d'abord et ceux qui apportent le capital durable, éventuellement d'ailleurs les mêmes salariés, mais on aura aussi un organe dirigeant de l'entreprise. Et cet organe dirigeant de l'entreprise ne pourra évidemment pas être le conseil d'administration actuel avec les actionnaires. Donc ça, c'est un travail qui est un travail extrêmement important qu'il faut entreprendre, et c'est, de mon point de vue, l'honneur de porter ce projet-là, qui consiste à développer les biens communs. Et ce que je voudrais vous dire pour terminer, parce que j'ai conscience d'être un peu long là, c'est que c'est exactement ce que Syriza a fait. Syriza, plutôt que de chercher les solutions, la solution classique, ça ne marche pas en étant dans le secteur public ou nationalisé. Syriza a dit, eh bien, il y a des entreprises qui ferment et des salariés qui veulent les reprendre sous forme de coopérative. On est pour cela. Les entreprises ferment ou des services publics ferment et les gens s'organisent sur une base autogérée. Je pense par exemple aux dispensaires sociaux qui se sont multipliés en Grèce en raison de la très grande difficulté d'accès aux soins. Ce sont des dispensaires sociaux qui fonctionnent sur une base autogérée. Puis simplement, c'est qu'il faut inventer des catégories nouvelles. Comme le Conseil national de la résistance l'a fait. Il a inventé des catégories nouvelles. Il a inventé la France qui, après, a pu, dans les années 50-60, connaître le développement qu'elle a connu. Nous devons inventer des catégories nouvelles. Et l'entreprise, aussi curieux que ça puisse paraître, est une catégorie nouvelle qu'il faut absolument créer. Bon, déjà, merci d'être venu. Est-ce que tu as appris des choses intéressantes ce soir? Tout à fait. Ça change des discours qu'on entend d'habitude. Ça confirme les recherches que je fais pour essayer de convaincre nos concitoyennes et nos concitoyens à nous rejoindre et à faire des propositions alternatives à gauche. Est-ce que vous avez quelques idées pour les relocalisations? Bien sûr. Il faut bien comprendre ce que sont les relocalisations et bien comprendre d'abord ce que sont les délocalisations. Parce que si vous ne comprenez pas bien les délocalisations, vous ne comprenez évidemment pas bien les relocalisations.
La délocalisation, c'est un processus qui a 3 caractéristiques. Première caractéristique, quand vous avez une délocalisation, c'est que vous fermez une unité de production ou vous la désactivez dans le pays d'origine. Vous ne la fermez pas nécessairement complètement, vous la désactivez. Vous transférez l'activité de production à l'étranger, soit en ouvrant une usine clé en main, par exemple, soit pas du tout. Vous passez un contrat de sous-traitance avec un sous-traitant local. Et après, la production qui est réalisée à l'étranger revient vers le marché d'origine, la France ou l'Europe. C'est ça les délocalisations. Ça, il faut absolument comprendre, parce que si on ne comprend pas les délocalisations, on n'a aucune chance de comprendre les relocalisations. Alors, le motif principal de délocalisation, c'est souvent un motif de coût. C'est un motif de coût. Mais quand on dit motif de coût, moi je ne vous dis pas motif de coût salarial. Ça peut être le coût de l'énergie, ça peut être le coût des matières premières, le coût des fournitures de ceci, de cela. C'est pas nécessairement... Il faut sortir de l'équation coût égale coût salarial. Il y a bien d'autres coûts que le coût salarial. Et je vous rappelle juste que dans le coût de production d'un bien industriel aujourd'hui, le coût des salaires, c'est 25%. Et 75%, c'est le coût de l'énergie, le coût des matières premières, le coût des consommations intermédiaires, etc. Donc il ne faut pas non plus surestimer le coût salarial. Ce que je veux vous dire, c'est que si on considère en effet que la délocalisation, c'est une affaire de coût, évidemment, le grand risque, et c'est par là qu'on veut nous faire aller, c'est de dire il faut relocaliser la production française, et pour la relocaliser, il faut donc diminuer les coûts. Diminuer le coût du travail, diminuer les charges sociales, baisser la fiscalité sur les entreprises, etc. Eh bien ça, c'est une mauvaise politique, c'est une mauvaise stratégie, et ce seront de mauvaises relocalisations. Il faut complètement renverser le problème. Alors je vais vous dire de mon point de vue comment le renverser. Il faut tout simplement partir d'un constat qui est un constat très simple, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, ne disposent pas en interne de toutes les compétences dont elles ont besoin. Ça n'existe pas. Quand vous prenez une entreprise comme Airbus, par exemple, eh bien, Airbus, en interne, produit à peu près 20 à 25% de la valeur de ses matériels. Un avion comme l'A380 est estampillé Airbus pour à peu près 20 à 25% de la valeur totale de l'appareil. Les 75%, c'est quoi? Ce sont les moteurs, c'est le train d'atterrissage, c'est le cockpit, c'est l'électronique embarquée, c'est les commandes de bord, le fuselage, etc. Et ça, ce n'est pas produit par Airbus. C'est produit par des milliers de sous-traitants, co-traitants, fournisseurs, équipementiers, etc. Eh bien, l'ancrage territorial d'Airbus dans une région comme la mienne, Toulouse, l'ancrage territorial, et vous faites bien attention, je dis bien l'ancrage territorial, je ne vous dis pas la localisation, je dis bien l'ancrage territorial. L'ancrage territorial d'une entreprise comme Airbus dépend justement de la présence de ces milliers de sous-traitants, co-traitants, fournisseurs, équipementiers, des écoles d'ingénieurs, des lycées techniques, des laboratoires de recherche. Et c'est parce que tout cela, tout ce tissu, si vous voulez, économique, industriel, scientifique, technologique est présent en Midi-Pyrénées que l'on peut parler d'ancrage territorial en Midi-Pyrénées d'Airbus. Et comme il se trouve que de temps en temps je conseille le conseil régional Midi-Pyrénées, quand il m'a interrogé pour me demander est-ce que vous pensez que nous devons maintenir les subventions à Airbus, j'ai répondu supprimer toutes les subventions à Airbus, ça ne sert à rien. Or, chaque année, les subventions du conseil régional à Airbus, c'est un secret de polichinelle, donc c'est pas grave si je le dis, c'était 25 millions d'euros. 25 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent. Et c'est beaucoup d'argent qu'on peut investir dans les lycées techniques, dans les laboratoires de recherche, pour soutenir un sous-traitant qui est en difficulté, etc. etc. C'est ça l'ancrage territorial. Donc, si on veut ancrer territorialement nos entreprises en France, eh bien c'est comme ça qu'il faut procéder. Il faut investir dans l'éducation, la formation, la recherche, les liaisons industrielles avec les sous-traitants, les co-traitants. C'est ça l'ancrage territorial. Et non pas, venez chez nous parce que la main-d'œuvre est pas chère, venez chez nous parce que vous aurez des subventions, venez chez nous parce que vous aurez des terrains bon marché, des hôtels d'entreprise où vous ne paierez rien. C'est pas ça. Ça, c'est de la relocalisation. Et vous relocalisez aujourd'hui, vous délocaliserez demain.
Donc il ne faut pas aller par là. Il faut reconstruire le tissu industriel et construire des solidarités productives entre l'industrie, les institutions de formation et la recherche. Et le rôle des politiques publiques, c'est de favoriser exactement ça. Donc alors la conférence, je trouvais extrêmement intéressante puisque ça a proposé énormément de solutions et d'alternatives aux problèmes qui se posent dans la vie quotidienne et qu'on rencontre tous dans l'entreprise, au niveau économique. Donc de repartir voilà, avec une boîte à outils tout simplement. Voilà. Ah, c'est intéressant. Merci. Merci. Oui, une petite précision concernant votre proposition là sur les certificats d'investissement. Vous avez donc précisé que c'était absolument pas une question, un problème technique, hein, mais bien un problème politique. Après, donc avoir concerté aussi la BPI. Alors, est-ce que vous pensez que cette proposition, elle est réalisable dans le cadre des traités de l'Union européenne? Je pense que c'est une très bonne question. Et il me semble que plutôt que de se dire il faut quitter la zone euro ou la conserver comme elle est, il y a un espace qui est un espace énorme qu'il faut absolument construire, c'est construire une autre Europe et penser autrement le devenir de l'euro. J'ai voté en 2005 contre le traité que vous connaissez. Pour vous aussi. Pourquoi j'ai voté contre? J'ai voté contre parce que je suis profondément européen. Je suis européen par mes origines, mais je suis européen aussi par ma pensée. Pourquoi j'ai voté contre? Parce que le traité de Maastricht, c'est un traité dont tous les critères, absolument tous les critères qu'on a appelés critères de convergence à l'époque, si vous vous en souvenez, dont tous les critères sont exclusivement monétaires et financiers. En d'autres termes, quels sont ces critères? On en a parlé ce soir, les déficits publics, la dette, les taux d'intérêt, l'évolution des prix, le taux de change. Est-ce que vous avez vu dans ce que je viens de vous dire là un critère économique? Est-ce que vous avez vu un critère social? À quel moment on parle du taux de chômage? À quel moment on parle de la croissance de la richesse nationale? À quel moment on parle de l'équilibre ou du déséquilibre de la balance commerciale? On n'en parle pas, on n'en parle jamais. Tous les critères qui ont été retenus, ce sont des critères à caractère monétaire et financier. Eh bien, je ne me résous pas à cela. C'est-à-dire que, de mon point de vue, plutôt que d'être dans le dilemme « je sors de la zone euro » ou « je la prends comme elle est », je la fais évoluer. Je joue sur ces contradictions. Aujourd'hui, il y a un plan Juncker dont on vous dit il va relancer l'investissement, etc. Eh bien, la proposition que nous faisons, nous voulons l'inscrire, tenez-vous bien, dans le plan Juncker, pour le faire évoluer de l'intérieur. Parce que je crois que c'est absolument possible. Et ceux qui ne veulent pas sortir de la zone euro, je vais vous dire, ça va peut-être vous surprendre extraordinairement, ce sont les Grecs. Ils ne veulent surtout pas sortir de la zone euro. Parce que si la Grèce sort de la zone euro, je prends 30 secondes pour vous dire pourquoi. Parce que si les Grecs sortent de la zone euro et réintroduisent leur monnaie nationale, ce que le Front National ici, je ne parlerai surtout pas du Front National encore. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La monnaie nationale grecque va se déprécier de 30 à 40%. Or, je vous ai dit tout à l'heure que les Grecs importent la quasi-totalité de ce qu'ils consomment. Mais vous voulez mettre ce peuple à genoux alors? Parce que ça veut dire que tout ce qu'ils consomment, ils vont devoir le payer 30 à 40% plus cher. C'est irresponsable. Donc un gouvernement radical doit être un gouvernement responsable. Il ne peut pas engager un pays dans une voie qui est une voie suicidaire, qui ne ferait que développer la grande pauvreté. Donc il faut réorienter l'Europe, réorienter la construction de la zone euro et engager le débat sur cette réorientation plutôt que de rester dans une sorte de dilemme. Les traités ont dit on ne change rien ou on sort de la zone euro. Il y a un espace entre les deux qui est un espace de construction dont il faut que nous nous emparions tous. À aucun moment vous avez parlé des salariés à bas coût qui viennent des autres États. Qu'est-ce que vous avez comme solution?
Alors tout à l'heure, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai parlé de la mise en concurrence généralisée des travailleurs les uns avec les autres. Et je vous ai parlé de la loi Macron qui accentue cela. Donc vous avez absolument raison. Nous avons dans le droit français les moyens de lutter contre cela, mais il faudra étendre le droit français dans cette direction. Parce qu'en effet, vous avez sans doute entendu ça dans la presse, vous avez des entreprises françaises de très grande taille, des groupes même, qui emploient aujourd'hui des salariés avec un droit du travail qui n'est pas le droit du travail en France, mais le droit du travail du pays d'origine. C'est illégal dans le contexte actuel. C'est illégal. Eh bien, il faut se servir des ressources du droit et attaquer ces entreprises en justice. C'est extrêmement important. C'est-à-dire que le droit, c'est pas quelque chose d'abstrait, c'est pas quelque chose d'extérieur. Les ressources du droit sont des ressources absolument énormes. Et pour ma part, je regrette que souvent les syndicats ne les mobilisent pas davantage. Parce qu'on ferait tout simplement appliquer le droit en France et la légalité, ça serait bien mieux. Et si on veut, en France, aider les Grecs, eh bien, il faut s'opposer à la loi Macron. C'est ça la meilleure façon. Il faut s'opposer aux politiques d'austérité. Et vous avez évidemment raison, parce que ces politiques-là accentuent la mise en concurrence généralisée. Je vais aller un tout petit peu plus loin, si vous voulez bien, juste sur 2 minutes. Je voudrais vous faire comprendre quelque chose qui me paraît très, très important. C'est qu'il faut aujourd'hui comprendre quel est le sens de la mondialisation. Mondialisation qui est très souvent confondue avec internationalisation. On prend des mots comme ça, internationalisation, globalisation, mondialisation, on les mélange. Quand vous observez des mélanges comme ça, il faut toujours, de mon point de vue, vous méfier. Comme les glissements, cotisation sociale, charge sociale, ça augure jamais quelque chose de très bon. Ça augure un débat qui est confus, et le débat qui est confus dissimule souvent des choses qui ne sont pas très, j'allais dire, orthodoxes. Bon, voilà. Alors, la mondialisation, ce n'est pas l'internationalisation. L'internationalisation, c'est lorsque des pays s'ouvrent, ils exportent davantage, ils importent davantage. Bon, ça, c'est l'internationalisation. Ce qui circule, ce sont des biens, des exportations, importations, des services aussi. Mais ce qui se joue dans la mondialisation, c'est pas ça du tout. C'est pas simplement des flux de biens et de services, des exportations, des importations. C'est bien autre chose que ça. Ce sont d'abord et centralement des flux de capitaux. Et ces flux de capitaux, regardez, ils ont plusieurs caractéristiques. D'abord, les flux de capitaux qui circulent le plus vite, ceux dont la masse est la plus importante, ce sont des capitaux spéculatifs, des capitaux financiers. Ceux-là dont je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait les combattre, il faut combattre leur mobilité. Mais à côté des capitaux financiers, vous en avez aussi qui ne sont pas des capitaux financiers, mais des capitaux productifs, c'est-à-dire des entreprises qui vont investir à l'étranger. Mais quand elles investissent à l'étranger, très souvent, elles le font pour des motifs de délocalisation dont j'ai parlé tout à l'heure. Et finalement, quelle est l'image qui se dégage de tout ça? L'image qui se dégage de tout ça, c'est que le facteur qu'il faut rémunérer en premier, c'est le facteur le plus mobile. Et donc, vous allez rémunérer en premier le facteur qui est le plus mobile de tous, c'est le capital financier. Parce que ce capital financier, il n'est pas simplement mobile, il est volatile. C'est-à-dire qu'il ne s'accroche nulle part. Il attend 18% de rendement. Vous ne lui donnez pas, il s'en va. Vous prétendez lui imposer une taxe, il s'en va. Et il va se réfugier éventuellement dans un paradis fiscal. Donc les capitaux financiers, depuis 2008, leur rendement n'a pas du tout baissé. Le rendement a augmenté, ce qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on s'est payé une crise financière en 2008 qui aurait dû imposer des régulations financières draconiennes. Eh bien, loin d'imposer des régulations financières draconiennes, on a continué de déréglementer et on n'a pas mis en place la taxe Tobin, comme je disais tout à l'heure. Donc aujourd'hui, le capital financier est rémunéré comme jamais. Derrière le capital financier, vous avez les capitaux productifs et en particulier ceux qui se délocalisent, qui parviennent à avoir une rentabilité économique j'ai bien dit, et pas financière, rentabilité économique de l'ordre de 6 à 8%. Donc vous avez une rentabilité des capitaux financiers qui est de l'ordre de 18%, une rentabilité économique qui est de l'ordre de 6 à 8%. Mais la richesse mondiale, elle n'augmente pas à cette vitesse-là.
Elle n'augmente pas avec une vitesse de 16 à 18% par an. Elle n'augmente pas non plus avec une vitesse qui est de 6 à 8% par an. Ce qui veut dire que ces capitaux-là, pour les rémunérer, eh bien, il n'y a pas 50 solutions. Il faut prendre l'argent là où il est, c'est-à-dire sur le travail. CQFD, c'est exactement ça. En d'autres termes, la mondialisation est un processus qui est intrinsèquement inégalitaire. Les inégalités, ce ne sont pas, comme certains économistes ou politiques le disent, une conséquence fâcheuse qu'il faudrait essayer de corriger. C'est pas ça. Les inégalités sont au cœur du processus de mondialisation. Et aussi longtemps qu'on ne lutte pas contre la volatilité du capital financier, eh bien, on ne luttera pas contre la mondialisation. Et donc, c'est le travail, et en particulier le travail de tous ceux dont on ne reconnaît pas les compétences, qui devra à ce moment-là souffrir, voir sa rémunération baisser pour produire justement cette surrémunération du capital financier et du capital productif. Donc il faut faire très attention à la mondialisation et la première des choses à faire, c'est réguler la volatilité du capital financier et mettre un terme à cette volatilité. Mais dans le même temps, j'ajoute et je termine en vous disant, les travailleurs eux-mêmes, ça va peut-être vous choquer ce que je vais vous dire, les travailleurs eux-mêmes, eh bien, doivent être plus mobiles. Mais pas de la pire des mobilités possibles. Aujourd'hui, la mobilité des travailleurs, c'est la mobilité des travailleurs qu'on fait travailler ici et là, comme les travailleurs dont vous parlez tout à l'heure. Eh bien, la bonne mobilité des travailleurs, c'est pas la mobilité des travailleurs qu'on va déplacer comme ça, en faisant l'hypothèse qu'ils n'ont pas d'attache et qu'ils peuvent travailler partout. La bonne mobilité des travailleurs, c'est la mobilité par leurs compétences. Parce qu'un travailleur qui a un haut niveau d'éducation, un travailleur qui a un haut niveau de formation et de qualification, vous pouvez aujourd'hui lui demander de travailler sur un projet et vous pouvez demain lui demander de travailler sur un autre projet. Il sait faire ça. Il sait faire ça parce qu'il a les compétences, il a les méthodes, il a l'expérience qui lui permet de faire ça. C'est là qu'il faut investir. Il faut investir dans l'éducation, la formation et les qualifications. Cette soirée, comment tu l'as trouvée? Alors, j'ai trouvé très instructive, mais aussi porteuse d'un espoir que quelque chose de nouveau à gauche, qu'il y a de plus en plus de monde. On a les socialistes contre l'austérité, Nouvelle Donne, le Front de gauche, des écologistes, bon, malheureusement pas sur ce canton, mais c'est surtout porteur d'un espoir et extrêmement instructif. Bonjour, la question c'était de savoir pourquoi est-ce qu'on a préféré la société à l'entreprise en connaissance juridique, tout simplement. On a préféré évidemment la société à l'entreprise parce que nous sommes tout simplement dans une société capitaliste. Et dans une société capitaliste, qu'est-ce qu'on entend? On entend capital, on n'entend pas travail. Et ce qui me navre, si vous voulez, je vais vous le dire brièvement, ce qui me navre, c'est que ce terme de capital a envahi tout l'espace social. Au point que on ne parle pas seulement de capital pour désigner le capital, on va vous parler du capital naturel, un peu difficile, du capital humain, alors là je m'étrangle, évidemment, hein, et on va vous parler aussi du capital social. Alors là, et demain, on parlera aussi du capital territorial. Bon, c'est un mot que je hais, tout simplement. Et plutôt que d'utiliser ce terme de capital, eh bien, je vous suggère d'utiliser le mot qui est beaucoup plus beau et qui a un sens complètement différent de patrimoine. Parce que personne ne peut s'approprier un patrimoine. Personne ne peut tirer une rente d'un patrimoine. Un patrimoine, c'est quelque chose qui s'enrichit. Alors qu'un capital, c'est quelque chose sur lequel on va tirer une rente. Eh bien, dépassons le capitalisme et développons le patrimoine de tous les Français. Une belle conclusion. On remercie Gabriel Colettis d'être venu soutenir les candidats anti-austérité. On souhaite bonne chance aux candidats anti-austérité. Je vois que notre candidate a encore envie de dire quelque chose. Juste, je ferai une remarque. Voilà. Nous étions plus nombreux ce soir ici qu'à côté à la réunion de l'UDI. Ce qui peut être un bon signe.